Bien le bonsoir chers amis, je vous souhaite la bienvenue depuis mon atelier laboratoire, cet endroit où peu à peu, avec les briques dérisoires que sont les mots, nous construisons comme cela petit à petit cette oasis qui déjà grandissant verdit là-bas dans le désert et cette oasis où étant annoncé comme cela dans les places, dans les marchés, dans les endroits de grands rassemblements, qu'il avance, que le désert avance, que le désert veut ravager le monde, alors comme ça, chers amis, fuyez, fuyez, parce que la voix, elle dit, il y a là-bas, quelque part dans les confins du désert, un endroit qu'on appelle l'oasis, où vous allez trouver le recueillement, où vous allez trouver de l'air libre, où vous allez trouver des fruits, vous allez trouver la vie. Voilà, c'est cet espace que nous essayons de créer avec des mots pour cette oasis, cet endroit où nous fuyons ce monde prison et où nous nous retrouvons nous-mêmes libres et peut-être, qui sait, heureux. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à cette lecture de du Loup des steppes de Hermann Hesse. Le Loup des steppes de Hermann Hesse. Donc ce que je me suis permise de qualifier de lecture chromatique et je vous expliquerai pourquoi, les raisons. Mais avant de commencer notre lecture, si vous me permettez, j'aimerais déjà faire ou alors retracer le fil de ce qui, moi, en tant que lecteur, m'a amené vers Hermann Hesse. Donc, avant d'en arriver à Hermann Hesse, peut-être déjà pour le dire de manière sommaire, Hermann Hesse est pour moi l'auteur majeur. Pour moi, c'est l'auteur majeur, c'est le grand inspirateur. C'est l'auteur, à mon avis, avec lequel je vis, on va dire, pratiquement tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour sans que je n'ai un besoin d'aller consulter quelque chose dans un des livres de Hermann Hesse. C'est la grande boussole, on va dire, pour mon écriture. Et lui rendre comme ça cet hommage par cette lecture de Loup des steppes est pour moi un acte comme ça de profond respect et puis de grande joie aussi, voilà, donc de pouvoir parler, on va dire, de ma passion, de la passion que j'ai pour cet auteur, Hermann Hesse. Donc avant d'en arriver à Hermann Hesse, donc ce qu'on va dire, c'est la chose suivante, c'est que je suis tombé sur ceci avant. Avant Hermann Hesse, voilà celui, on va dire, qui était dans mon panthéon littéraire. Donc c'est Franz Kafka. Et j'ai eu la chance comme ça de lire au lycée Le Procès. Donc à savoir en fait que Cameroun a une dictature, voilà quoi, une dictature à cette période-là. Et je ne sais pas pourquoi des gens ont décidé comme ça au niveau de l'éducation nationale de donner à lire aux enfants de classe de terminale Le Procès de Kafka. Donc qui est vraiment, si on peut dire, l'auteur grâce auquel j'ai compris que le monde est une prison. Parce que voilà, le procès c'est une prison. Il n'y a pas d'autre issue, d'autre voie de sortie de ce monde que la mort. Voilà. Et on sort toujours avec les pieds devant. Et on entre avec la tête en premier. Voilà, c'est ça le monde. Donc ce monde prison de Kafka, d'où on ne peut pas s'échapper et qu'il a mis brillamment en exergue dans le procès. Donc comme cela, donc je tombe voilà quoi, de manière fracassante dans cet ouvrage et je dois dire que si au jour d'aujourd'hui j'écris, je le dois principalement à Kafka. Ça, pour moi, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'après la lecture du procès, je dois dire la première lecture de ce livre, je n'y ai rien compris, mais j'ai senti que ce livre me parlait. Dans la profondeur de mes tripes, ce livre me parlait. Et ce qui se passe donc, c'est la chose suivante. Comment est-ce que je passe de Kafka pour arriver à Hermann Hesse ? C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire qu'au cours donc, de ma découverte de l'univers de Kafka, notamment avec la colonie pénitentiaire aussi, donc le livre majeur, il y a aussi comme ça cet autre livre, j'oublie totalement le nom, La Métamorphose, voilà, qui est aussi voilà, l'histoire de Grégoire Samsa qui se transforme en insecte, je sais pas, une araignée, quelque chose comme ça, qui est aussi magnifique. Je tombe sur la lettre au père. Et en fait, la lettre au père me donne à voir quoi? Me donne en fait à voir le ressentiment d'un enfant pour son père, qui lui dit en fait, si ma vie elle est gâchée, c'est à cause de toi. Et je sors en fait
de ces lectures avec une déception mais totale par rapport à Kafka. C'est-à-dire c'est cette impossibilité en fait de se sublimer. C'est-à-dire que de dépasser les douleurs, de dépasser les malheurs que son père a pu infliger à sa vie pour finalement construire quelque chose d'heureux. Et en fait, j'arrive au constat simple, c'est que Kafka, c'est un pleurnichard, mais qui n'a pas de tripes. Voilà, Kafka, tu n'as pas de tripes. Et à partir du moment où, effaré, mais alors d'une déception totale, je ne vous laisse pas imaginer dans quel état j'ai pu être après avoir lu. Et je dois dire que j'ai lu 3 fois la lettre au père pour être sûr que le constat que j'allais poser n'était pas un constat d'erreur. Et c'est comme cela donc que est né ce désamour, on va dire. Hein, même si je continue toujours à lire Kafka, est né ce désamour. Et voilà que... Donc, dans ce désamour-là, je tombe sur quelqu'un, justement, voilà, Hermann Hesse, que j'ai découvert par un petit texte, donc qui s'appelle Knulp, une sorte de héros comme ça, libertaire, vagabond, qui se balade à travers champs, qui va de taverne en taverne, qui boit de l'alcool, qui célèbre la vie, l'été, les saisons, le renouvellement des saisons, et puis ainsi de suite. Et donc, au fil des lectures, je tombe sur le loup des steppes. Et en fait, qu'est-ce que je découvre? Voilà, je découvre donc que voilà aussi un auteur qui a posé le constat que le monde est une prison. Je vous le dis, le monde est une prison. Il n'y a que l'oasis pour nous sauver. Et lui, Hermann Hesse, il dit le monde est une prison, mais pas comme Kafka. Il dit il y a des possibilités. Il y a des infimes possibilités de pouvoir rendre la vie dans ce monde agréable. Mais qu'est-ce que nous cherchons en fait? Ne cherchons-nous pas simplement à ce que la vie dans ce monde soit plus agréable? Et voilà ce que Hermann Hesse me dit. Et il m'a parlé à moi, Hermann Hesse, et je t'ai écouté, et je t'ai entendu, et j'ai dit, oui, toi, tu mérites d'être à mon chevet. Et voilà comment Hermann Hesse, il entre dans ma vie par la grande porte, celui qui me dit, oui, en effet, tu es seul. Oui, en effet, ce monde est méchant. Oui, en effet, ce monde de la solitude est le destin de tout être humain. Oui, la déception sera ton lot. Oui, tout cela sera ton lot. Mais je te promets, mais je te dis, il y a une voie. Il y a des voies. Il y a des voies alternatives, notamment avec ce qu'il nous dit là dans le loup des steppes, l'amour. L'amour, c'est une voie. Donc moi, je vous disais comme ça que pour moi, il y a l'argent. Hein? Donc d'une part, il y a l'argent, voilà, qui peut comme cela permettre d'égayer la vie et puis de l'arranger un petit peu. Donc il y a l'argent et puis il y a la beauté. Et en plus de ça, donc Hermann Hesse nous dit il y a l'amour. Même si je ne crois pas forcément que l'amour auquel nous propose Hermann Hesse soit un amour, comment je veux dire ça, à la portée hein, de tout être humain, n'est-ce pas? Disons quand même qu'il y a une voie. Voilà, il y a une voie. Et contrairement donc à Kafka, il y a une voie. Voilà. Quelle introduction comme cela de ce qui m'amène donc à Hermann Hesse. Et donc maintenant, je me retrouve donc, on va commencer donc cette lecture du loup des steppes de Hermann Hesse. Donc si vous me permettez comme cela, juste avant, pour encore rappeler donc cette voie qui là-bas sur la place du marché, je l'imagine, place de la Louve à Lausanne, samedi matin à 8 h, alors que les commerçants sortent à peine les fruits, les légumes, les marchandises, le bric-à-brac de leurs camions, de leurs camionnettes. Oui, cet homme s'est levé et il a dit ceci sur la fontaine. Fuyez, fuyez les villes, citadins, car le désert avance. Fuyez, fuyez, et allez vous réfugier dans l'oasis. Voilà, l'oasis, elle est là. L'oasis, le lieu du recueillement, le lieu de la liberté, le lieu où, enfin, nous pouvons fuir ce monde prison et être enfin nous-mêmes. Ainsi parlait Zarathustra. Et moi, le loup des steppes, je trotte sans jamais m'arrêter. La neige recouvre entièrement l'espace. Le corbeau quitte le boulot, ses ailes déployées, mais le lièvre, le chevreuil, pas de trace. J'ai pour les chevreuils un amour prodigieux. Je voudrais tant en trouver un. Je prendrais entre mes dents, entre mes mains, rien ne serait plus délicieux
J'aurais pour cet être une bonté immense. Je dévorerais ses tendres cuisseaux, boirais son sang rouge clair, étancherais ma soif intense, puis m'en irais hurler, seul, jusqu'au matin très tôt. Même un lièvre me comblerait, sa chair tiède a un goût suave de la pénombre. Ah, ai-je donc perdu à jamais ce qui faisait ma vie un peu moins sombre? Ah, ai-je donc perdu à jamais ce qui faisait ma vie un peu moins sombre? Le poil de ma queue est déjà gris, je sens les défaillances de mon œil. Ma femme bien-aimée depuis longtemps n'est plus ici. À présent je trotte, je rêve de chevreuil. Je trotte, je rêve de lièvre parfois. Dans la nuit, j'entends souffler le vent froid. Je désaltère avec la neige mon gosier en flamme. Un livre au diable, ma pauvre âme. Le loup des steppes de Hermann Hesse. Et comme cela encore, puisque la poésie est notre eau, puisque la poésie est notre sang, puisque la poésie est cet éclair, ce flash, ce lien direct que nous avons avec le monde et avec nous-mêmes, laissons-nous encore comme cela avant d'entamer cette lecture chromatique du loup des steppes de Hermann Hesse, laissons-nous encore comme ça, imprégnés par la poésie de ce grand maître, les immortels. Sans cesse, au fond des vallées de la terre, montent vers nous les vapeurs d'une vie intense, détresse cruelle, folle exubérance, fumée écarlate de 1000 orgies sanguinaires, spasmes de plaisir, désir sans frontières, mains de meurtrier, mains d'usurier, mains d'homme en prière. Nuée d'être flagellé par l'angoisse et la volupté, qui exhalent des parfums sensuels et putrides, chauds et grossiers, respirent la félicité et la lubricité sauvage, se dévorent entre eux puis se vomissent, engendrent des guerres et de gracieux ouvrages, ornent de leur folie les maisons de joie d'où les flammes jaillissent. Rampent, se consument et se prostituent en jouissant des plaisirs médiocres et crus de leur univers enfantin, élan vital qui, pour chacun, renaît des flots mouvants, puis décline, redevient boue enfin. Nous autres, au contraire, nous avons atteint l'éther glacé, constellé d'astres radieux. Les jours, les heures ne signifient plus rien. Nous ne sommes plus ni hommes ni femmes, ni jeunes ni vieux. Nous regardons de loin nos angoisses, vos péchés, vos jouissances lubriques, vos meurtres cruels. Comme les soleils suivant leur course dans le ciel, chacun de nos jours dure une éternité. Chacun de nos jours dure une éternité. Hochant la tête, silencieux, face à votre existence convulsive, observant silencieux les astres tournoyant sur eux-mêmes, nous respirons du cosmos l'atmosphère hivernale, du dragon céleste nous sommes les amis. Notre vie éternelle est figée d'une immobilité glaciale, notre rire éternel est clair d'une froideur infinie. Voilà. Poème Les Immortels, extrait du Loup des steppes de Hermann Hesse. Voilà, donc la lecture chromatique. Donc comme ça, je pense que vous devez vous poser la question, mais alors, mais pourquoi est-ce qu'on parle de lecture chromatique, mais au fait, à quoi est-ce que ça rime exactement cette lecture chromatique? Voilà, donc il faut déjà comme cela rappeler que le loup des steppes est traversé par la musique, hein, c'est-à-dire que il y a donc les noms des grands maîtres de la musique classique qui sont cités, Mozart, Handel, Beethoven, Haydn, ainsi de suite, et puis il y a aussi comme ça, on voit apparaître donc dans cet univers du début du siècle en
Europe, donc du début du XXe siècle en Europe, on voit apparaître comme ça le jazz. Voilà, on voit apparaître le jazz. Donc cette musique nouvelle, cette musique de nègre, cette musique qualifiée donc une musique de sauvage, avec son rythme de fou effréné, cette musique du diable, voilà, donc qui réveille comme ça les rythmes endormis dans le cœur des hommes. Et c'est donc voilà, donc le Loup des Steppes est traversé par la musique. Et pourquoi donc ce choix de la lecture chromatique? Je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit donc en fait c'est cette lecture que j'ai voulu me proposer au travers de la musique en faisant une lecture sous l'angle de la gamme chromatique. Voilà, donc vous connaissez, je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu la musique, donc il y a cette gamme, cette fameuse échelle chromatique qui est formée de 12 degrés, 12 tons. Et c'est voilà, donc de 12 degrés qui sont séparés par 12 tons qui sont séparés par 7 tons séparés par 5 demi-tons, donc ils font au total 12. Voilà. Et donc, en fait, cette gamme chromatique, en gros, c'est quoi? C'est en fait la musique contemporaine. Hein. C'est-à-dire que c'est la musique de Schoenberg, par exemple, toute cette musique comme ça du dodécaphonisme, la tonalité, et puis ainsi de suite. C'est la musique de Webern, par exemple, c'est la musique d'Alban Berg. Et on retrouve donc la connexion justement avec le free jazz. Donc, en fait, c'est finalement quoi? C'est en fait cette musique qui sort des carcans, qui sort des structures. Cette musique, en fait, qui, apparemment, elle est déstructurée, mais par la suite, ou alors dans son déroulement, dans son déploiement, finalement, témoigne d'une structure qui est beaucoup plus libre, hein, qui est beaucoup plus libre, qui est détachée, on va dire, des entraves et puis des contraintes, voilà, hein, donc des contraintes structurelles des formes, par exemple, qui la précédaient. Et donc, c'est en fait cela, parce qu'à mon avis, de lire, par exemple, Le Loup des Steppes d'Hermann Hesse sous l'angle de l'échelle musicale chromatique, ça permet en fait de comprendre une chose essentielle. C'est en fait que c'est un ouvrage qui est traversé par la contradiction. C'est-à-dire qu'il y a en fait une Europe, on va dire, hein, comme cela, dans du début du XXe siècle, qui est vieillissante, une bourgeoisie qui a de la peine à se renouveler, dont les structures sont sclérosées, et notamment donc cette sclérose des structures, qu'est-ce qu'elle va en fait donner par la suite? Elle va donner ce qu'on a vu avec les mouvements de libération de la femme, par exemple. On va voir ce que aussi cette Europe sclérosée subit en termes d'influence américaine. C'est-à-dire que c'est en fait le livre qui annonce comme cela l'américanisation de la société européenne. Donc une société européenne du début du XXe siècle, avant donc les grandes confrontations mondiales à venir, qui se retrouve déstructurée et au final donc arrive, et c'est là où la solution dont justement Hermann Hesse est relativement intéressante, c'est en fait que on va en gros passer au free jazz. C'est-à-dire qu'on va en fait accepter cette déstructuration-là et au cœur de cette déstructuration, trouver une sorte de fil conducteur, de ligne magique, de fil rouge qui va permettre à ce que la vie puisse être recréée d'une autre manière, notamment par la libération des mœurs, notamment par la possibilité de l'amour qui en fait finalement va abolir la solitude dans laquelle à cette époque-là, je pense que vous en conviendrez bien, l'industrialisation avait enfermé, on va dire, une grande partie de l'humanité en la prolétarisant. Voilà donc cette lecture chromatique en fait, donc sous l'angle musical, où en fait on va osciller comme cela entre. Donc on va osciller, voilà, donc dans l'univers de Schoenberg, dans l'univers de Webern, et puis aussi donc dans le free jazz. Aussi par la suite. Voilà, donc c'était un peu cela, donc cette idée finalement donc qui m'a été inspirée par ma lecture du Loup des Steppes, donc à savoir de restituer la place que la musique a, que ce soit dans le rythme de l'écriture de Hermann Hesse. Donc il y a une écriture exaltée, hein, c'est-à-dire qu'une écriture exaltée, une écriture exaltante, une écriture puissante, tonique, qui véritablement rejoint comme cela à mon avis la pulsation du jazz. Donc il y a comme une sorte de précédent à ce à quoi on va assister par la suite au niveau de donc notamment de Jack Kerouac, hein, donc au niveau de la Beat Generation. Donc il y a à mon avis déjà dans l'écriture de Hermann Hesse, notamment dans le Loup des Steppes, cette pulsation très caractéristique du jazz avec des embardés, on va dire, hein, des embardés comme cela, des embardés dans ce qu'on pourrait appeler le free jazz, notamment dans cette partie qui a trait au théâtre magique, hein, au théâtre magique, ce fameux théâtre magique
qui est peut-être comme ça, qui sait, un couloir que vous retrouverez aussi bien évidemment dans l'Oasis. Donc, comment est-ce qu'on va en fait structurer un peu toutes ces petites discussions? Voilà, donc comme ça déjà je vous le dis, donc je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à participer, mais je vous dis, si vous avez lu donc le Loup des Steppes, si vous avez comme cela un petit commentaire suite à votre lecture, quelque chose qui vous revient, ben n'hésitez pas à poster comme cela dans le commentaire et voilà, donc dans le fil de discussion, et puis ben, ça me fera un plaisir bien évidemment de réagir hein, sur ce que vous direz, et puis ben, de voir éventuellement si ça peut faire l'objet d'une discussion ou bien d'un ajout dans notre émission. Voilà, donc commencez déjà par dire ceci. Donc, on va un peu structurer la discussion de la manière suivante. Donc, on va déjà passer d'abord par Harry Haller. Donc, qui est en fait véritablement ce Harry Haller là? Comment est-ce que il est mis, donc, Harry Haller, le Loup des Steppes? Comment est-ce qu'il est mis en scène? Comment est-ce qu'il est saisi? Comment il est présenté dans cet ouvrage? Le deuxième aspect que l'on va aborder, qui est central à mon avis, c'est vraiment la transition d'une époque. C'est-à-dire que le Loup des Steppes, c'est le livre de la transition. À l'heure actuelle, par exemple, on peut le dire, hein, c'est clair et net, l'Europe n'existe plus. C'est-à-dire que l'Europe est devenue simplement un continuum de l'Amérique. Point. Mais l'Europe en tant que telle n'existe plus. C'est-à-dire que en tant que humanité particulière qui peut produire une vision du monde particulière, l'Europe n'existe plus. C'est-à-dire que ce n'est qu'un simple continuum de l'Amérique. Et donc, le Loup des Steppes saisit très bien cette contradiction-là et remonte même au cœur de cette contradiction, à savoir la société bourgeoise européenne du début du XXe siècle. Voilà. Donc, on va aborder sous cet angle-là aussi donc la transition en fait d'époque telle qu'elle est mise en évidence dans le Loup des Steppes. Et l'autre aspect que l'on va aussi donc aborder comme cela, c'est notamment donc, la musique. Hein. C'est-à-dire que comment est-ce que la musique en fait traverse tout cet ouvrage. Et on va terminer par ce que Hermann Hesse nous présente comme des voies de salut. Voilà, donc des voies de salut, c'est-à-dire que des possibilités en fait de s'extraire de cette servitude, de cette solitude dans laquelle le système capitaliste veut enfermer donc les individus. Et cela se présente justement sous l'aspect de ce fameux théâtre magique que nous allons nous faire un plaisir de décortiquer tout à l'heure. Voilà. Donc, parler en fait de Harry Haller, ça demande en fait de regarder toute la structure donc de la composition du Loup des Steppes. Donc à savoir en fait que la structure de la composition du Loup des Steppes est relativement intéressante, en ce sens que il y a une première introduction qui est appelée comme ça l'introduction de l'éditeur, mais qui en fait est le neveu de la logeuse de Harry Haller en gros. Donc c'est lui qui introduit en fait l'histoire, donc comment il a rencontré Harry Haller, notamment quand il est venu louer la chambre et puis voilà donc la chambre chez sa tante et les liens qu'ils ont eus ensemble, et puis il nous donne comme cela les impressions qu'il a gardées de Harry Haller. Donc il y a ce premier en fait, ce premier axe comme ça on va dire, ce premier point de vue sur qui est Harry Haller. Et en fait qu'est-ce qui se dégage en fait de tout cela? Ce qui se dégage de tout cela, on va peut-être juste donner un aperçu donc, de ce que le neveu de la logeuse dit de Harry Haller. Donc il nous dit en fait ceci. Laissez juste un petit moment, voilà. Donc, il nous dit, le regard du Loup des Steppes pénétrait notre époque tout entière. Son agitation affairée, son arrivisme, le jeu superficiel d'une vie intellectuelle prétentieuse, insipide. Ah, et malheureusement, il allait plus profond encore, il ne s'arrêtait pas simplement à ce qu'il y avait de corrompu et de désespérant dans notre monde contemporain, dans notre pensée, dans notre culture. Voilà. Donc, en fait, Harry Haller, c'est quoi? C'est ce qu'on peut appeler un anarchiste. Voilà, clair, c'est un anarchiste. C'est-à-dire, c'est un anarchiste. C'est en fait quelqu'un qui se rend compte de l'hypocrisie finalement de la société, on va dire bourgeoise dans laquelle il est né, de laquelle il est issu, et qui en fait se met en rupture finalement de cette société-là en choisissant le pari de la liberté totale, le pari de l'anarchie. Et donc, il a un regard très affûté, dans ce qui laisse aussi témoigner comme cela d'un grand sens de la comment dire ça, d'un grand sens intellectuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui lit beaucoup, qui collectionne comment dire ça, tout un ensemble d'objets picturaux, des tableaux, des dessins, des photos par exemple, qui représentent des œuvres. Voilà. Donc
il y a déjà cet aspect-là. Et il y a par exemple encore donc le neveu de la logeuse qui nous dit ceci. Il avait plus médité que tout autre et faisait preuve dans le domaine intellectuel d'une précision presque froide, d'une réflexion et d'un savoir sans faille, propres aux authentiques hommes d'esprit qui sont dépourvus de toute forme d'orgueil et ne cherchent jamais à briller, à convaincre ou à avoir raison. Voilà, donc Harry Haller, comme cela, donc il est décrit, voilà, finalement, comme quelqu'un de très intellectuel, et puis qui a cette humilité-là, un peu comme cela, à la Socrate, donc de reconnaître que euh, l'utilisation de la pensée, l'utilisation de la réflexion n'a pour but, au final, que de permettre à quelqu'un, à un individu de mieux vivre, mais n'a pas du tout pour ambition de permettre de briller en société. Donc, comme on peut observer, peut-être encore ça s'observe encore aujourd'hui, on sait très bien que l'intelligence, l'intelligence, le savoir, l'érudition, ce sont des moyens de puissance, ce sont des moyens de domination. Or, Harry Haller, lui, il se met en porte-à-faux, donc avec cette utilisation-là du savoir, de la connaissance, en ne la regardant que sous l'angle de l'amélioration de soi, sous l'angle de comment être meilleur soi-même. Voilà, donc il y a comme ça cette première présentation, donc ce premier point de vue sur qui est Harry Haller. Et il y aura un deuxième point de vue, donc justement, qui se fait dans le fil de la structure du roman, lorsqu'on aborde les carnets. Donc le neveu de la logeuse nous présente en fait les carnets de Harry Haller. Et donc par la suite, donc c'est des carnets en fait qui ont été retrouvés après la disparition de Harry Haller. Et donc il les envoie apparemment en publication et il les présente, ce qui est donc présenté comme la note, une sorte de note de l'éditeur, une sorte de préface comme cela. Et maintenant dans les carnets de Harry Haller, Harry Haller se présente aussi lui-même. Donc il dit lui-même en fait qui il est. Et donc on apprend en fait donc comme cela que déjà, il s'est prénommé comme cela par hasard le loup des steppes, et puis auprès de ceux qui le connaissaient, ils ont aussi adopté pour le qualifier ce nom de loup des steppes. Autre chose aussi donc que l'on apprend de lui, c'est la chose suivante, si vous me permettez de lire. Donc il nous dit par exemple: je ne puis tenir longtemps dans un théâtre ou dans un cinéma, je lis à peine le journal et rarement un livre contemporain. Je suis incapable de comprendre quel plaisir et quelle joie les hommes recherchent dans les trains et les hôtels bondés, dans les cafés combles où résonne une musique oppressante et tapageuse, dans les expositions universelles, dans les grandes avenues, dans les conférences destinées aux assoiffés de culture et dans les grands stades. Voilà, donc on a encore comme ça cette impression-là qui est confirmée que Harry Haller, c'est un asocial. Donc lui-même aussi, il le confirme en fait. Ah ben salut Emeline Delmas, je te souhaite la cordiale bienvenue en ce vendredi saint où, comme cela depuis l'Oasis, nous essayons de comprendre ce que Hermann Hesse a voulu nous raconter dans son fameux Loup des steppes. Donc, ce que je disais, c'est que Harry Haller lui-même, en fait, donc, il se reconnaît donc, dans cette figure de l'asocial, dans cette figure de l'anarchiste, quelqu'un qui est vraiment dans son sillon et qui le creuse avec entêtement et avec une grande détermination. Et il admet aussi comme cela donc qu'il est une sorte de voilà quoi, qu'il est étrange, voilà, donc il est étrange. Protagoras, salut mon frère Protagoras Sophis, je te souhaite la cordiale bienvenue et j'espère que tu trouveras beaucoup de plaisir dans notre magnifique oasis ou comme cela sous un palmier avec mes dattes juste posées à mes côtés et mon lait de brebis. J'essaye de décortiquer, d'aller au cœur du loup des steppes de Hermann Hesse. Donc, il reconnaît lui-même, donc dans la présentation, donc voilà dans la présentation qu'il fait de sa propre personne, qu'il est une sorte d'animal égaré. C'est-à-dire que ce monde, en fait, il ne le comprend pas. Il est mal à l'aise dans ce monde. Il ne se sent pas à sa place. Donc, c'est véritablement ça, en fait, cette idée du monde prison. C'est-à-dire que on en arrive à un point où on suffoque.
on ne se sent pas à l'aise dans notre monde. Je veux dire, si je veux juste faire comme ça une petite parenthèse. Donc nous venons d'assister là comme ça à des attentats, voilà, enfin on va dire ça, attentats, donc à un meurtre de masse qui s'est déroulé en France hier. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui peut se satisfaire d'un monde qui tourne comme ça. Donc on est toujours confronté à la même problématique, c'est-à-dire qu'on est face à un monde, face à des frères humains, mais qu'on ne comprend pas. On ne les comprend pas et on cherche en fait notre place finalement dans ce monde. C'est-à-dire qu'il suffit simplement à un moment de poser sa réflexion sur le monde pour comprendre que on ne se sent pas à sa place. On se sent étranger. Et voilà en fait la lucidité dans laquelle Harry Aller est arrivé et à partir de laquelle il va essayer de trouver une voie. Il faut aussi dire comme ça que lui-même il se présente un peu avec ses tensions suicidaires, hein, c'est-à-dire qu'il vit seul, un peu comme un loup, quoi. Il vit seul, il sort la nuit, il va dans les endroits un peu bizarres, les boîtes de nuit, il va se balader dans la vieille ville, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait quelqu'un qui aime le noir, l'obscurité, quoi, qui n'aime pas du tout la lumière, donc qui veut rester le plus indiscret possible. Par exemple, le neveu de la logeuse, il nous dit comme ça, ben voilà, il ne nous dérange pas, il ne nous dérange pas du tout, donc il est très poli, il est très discret, on ne le sent même pas du tout. Donc, c'est vraiment en fait quelqu'un qui, qu'à ce moment-là, vivait dans l'effacement. C'est-à-dire en fait que pour lui, le seul moyen finalement de survivre dans ce monde, c'était de s'effacer. C'est un peu comme si un personnage de bande dessinée prend une gomme et en fait progressivement s'efface. Et au fur et à mesure, on voit comme cela donc disparaître les proportions de son corps. Et c'était en fait ça, Harry Aller. Quelqu'un qui est dans l'effacement, c'est-à-dire qui finalement tue pour pouvoir à peu près vivre dans cette société, qui tue ce qu'il a en lui-même, qui tue, on va dire, la flamme, hein, qu'il a en lui-même. Et donc, c'est cette présentation qui fait de lui Harry Aller. Et donc, troisièmement, donc, il y a comme ça une sorte d'insert. Donc, Harry Aller, ben voilà, il fait une première tentative à sa deuxième tentative justement, pour entrer dans le théâtre magique. Il y a un homme comme ça qui a un encart et puis qui dit ben, théâtre magique, personne n'entre sans autorisation et puis ainsi de suite. Et puis ben, en discutant avec cet homme, on va dire sandwich, quelque chose comme ça, il lui remet donc un livre qui s'appelle Le Loup des Steppes et qui raconte en fait qui est Harry Aller. Donc on va dire c'est la présentation de Harry Aller sous l'angle philosophique, sous l'angle métaphysique. Donc il y a premièrement par le neveu une sorte de présentation ou bien de biographie de Harry Aller sous l'angle profane. C'est-à-dire que sous l'angle, en fait, où monsieur tout le monde, finalement, pourrait voir Harry Aller et puis dirait, ben, c'est un fou, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout adapté à la vie et donc qui, finalement, par cette comment dire ça, par ce regard en fait isolant qui serait posé sur Harry Aller, ne verrait pas qui il est lui-même. Et maintenant, quand Harry Aller se présente lui-même, il commence à donner des éléments, on va dire, c'est la présentation, on va dire, la biographie réaliste de Harry Aller, où il donne finalement des éléments qui permettent de comprendre la grande solitude dans laquelle il se situe. Et après, il y a la troisième biographie donc, de Harry Aller, qui est dans cet insert dans le récit du Loup des Steppes. Et cet insert, en fait, est la biographie, on va dire, métaphysique de Harry Aller. Donc, où, en fait, on comprend tous les ressorts métaphysiques qu'il y a dans la solitude où Harry Aller se plaît jusqu'à présent, et notamment, quels sont tous les motifs qui sous-tendent cette solitude-là. Donc, comme ça, pour vous donner un petit aperçu de cette présentation, de cette biographie métaphysique de Harry Aller, je vais vous lire la chose suivante. Donc, où il est dit, l'homme de pouvoir est détruit par le pouvoir, l'homme d'argent par l'argent, l'homme servile par la servilité, l'homme de plaisir par le plaisir. Ainsi, le loup des steppes fut détruit par la solitude, par la liberté, excusez-moi, par la liberté. Et après, il y a autre chose qui est dit. Chez Harry Aller, par contre, les choses fonctionnaient différemment. En lui, l'être humain et le loup ne cohabitaient pas paisiblement et s'entraidaient encore moins. Une haine fatale les opposait indéfectiblement et chacun d'eux vivait uniquement aux dépens de l'autre. Voilà. Donc,
je pense que c'est un aspect qui ne vous aura pas échappé. C'est-à-dire que donc là maintenant, dans la présentation en fait métaphysique de Harry Haller, qu'est-ce qu'on a donc dans la biographie métaphysique de Harry Haller, là on comprend en fait que c'est un homme donc qui agit par ses contradictions et que en fait tous finalement les actes que pose Harry Haller par la suite ne sont ou alors sont le résultat, la résultante de ces contradictions. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le roman en lui-même, il repose sur cette tension, c'est-à-dire que sur ce basculement d'une époque à une autre. C'est-à-dire on assiste à la mort de l'Europe, on va dire, hein, de l'Europe, voilà, donc à la mort de l'Europe et à son américanisation. Donc il y a ce basculement-là, il y a ces contradictions-là. Donc Harry Haller lui-même, il vit finalement ces contradictions et qui va notamment se manifester par quoi? C'est-à-dire que l'américanisation de l'Europe en fait aboutit à la destruction de la bourgeoisie. C'est-à-dire que toutes les valeurs bourgeoises finalement sont détruites et sont remplacées donc par, disons, des valeurs hein, anarchistes. Qui, comme on l'a constaté aujourd'hui, n'ont pas totalement abouti, mais c'est le projet, on va dire, c'est le plan de fond. Donc c'est ce basculement en fait dans lequel Harry Haller vit, et lui-même, comme cela, dans sa propre conscience, il y a aussi cela. C'est-à-dire qu'il y a donc l'humain et l'animal qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a en fait l'être, on va dire l'humain, c'est en fait quoi? Parce que c'est aussi un aspect qui est quand même très intéressant à poser. C'est-à-dire que l'humain, en fait, c'est celui qui s'associe aux autres. Hein. S'il y a une définition comme ça caractéristique de l'humain, c'est bien celle-là. Et le loup, c'est quoi? Le loup, c'est celui qui se dissocie des autres. C'est celui, en fait, qui va se réaliser par lui-même. Et donc, il y a quand même cela aussi, c'est-à-dire qu'il y a en fait ce libéralisme, c'est-à-dire que ce libéralisme en fait qui nous propose en fait quoi? Qui nous propose en fait de couper finalement, de tuer tous les liens que nous avons avec les autres pour au final nous réaliser que nous-mêmes, en oubliant en fait que la réalisation de soi passe par celle des autres. C'est-à-dire que je ne m'accomplis pas si je n'agis pas avec les autres, je ne m'accomplis pas si je ne me ligue pas avec les autres. Ce sont finalement les autres qui vont me permettre de devenir moi-même. Je ne pourrai jamais devenir moi-même contre les autres. Or, quel est le projet libéral? Le projet libéral est de me dire, de me convaincre, de vouloir nous convaincre que il est possible de devenir moi-même sans les autres. Fuck off, fuck off, fuck off. Mais pourquoi? Pourquoi à bout de champ, on entend le fuck off? En fait, c'est quoi? C'est la haine des autres. Et voilà, en fait, donc toutes ces contradictions-là comme ça qui traversent finalement Harry Haller et dont il y a, Hermann Hesse finalement nous dit il est possible de les dépasser. Voilà, le grand message, contrairement à Kafka qui nous dit, mais c'est impossible, vous ne sortirez de là que par la mort, point barre. Hermann Hesse, le grand idéaliste, grand optimiste, nous dit, il est possible d'accéder à cela. Et comment donc il est possible d'accéder à cela? Ben, il est possible d'accéder à cela grâce à ce qu'il nous présente comme certaines voies de salut. Donc comment est-ce qu'en fait ces voies de salut se dessinent finalement hein? Ces voies de salut se dessinent finalement. Donc elles se dessinent en fait par ce qu'on peut appeler le théâtre magique. Donc le théâtre magique, en fait, il nous dit donc dans la préface donc, de cette édition que j'ai, paru chez Calman Lévy, donc il fait en fait comme ça cette lettre à RB. Donc il fait une lettre à RB. Vous allez même aussi la retrouver, je l'ai mise en lien de l'événement. Et dans cette lettre en fait à RB, donc il nous dit en fait simplement que ceci. Il nous dit, je pense que c'est vers la fin de la lettre, donc où il y a une lectrice qui lui a demandé ce que c'était finalement que ce théâtre magique. Voilà, il lui demande donc ce que c'était que ce théâtre magique. Et en fait, où il lui dit, ben, ce théâtre magique, ce n'est que simplement le fruit de mon imagination sous des substances, on va dire, hein, sous l'opium. Voilà, donc sous l'opium. Bon, peut-être que c'est cela, peut-être que c'est cela finalement, seulement ça le théâtre magique. Mais à mon avis, il y a autre chose à voir là-dedans. Et cette autre chose, en fait, à voir, je veux m'appuyer, par exemple, sur la chose suivante. C'est en fait que le théâtre magique, en fait, on a vu, c'est un long couloir où il y a plusieurs portes. Donc, le couloir, en fait, il est le couloir de la vie. Et les portes, ce sont les possibilités qui s'offrent à la vie. C'est-à-dire qu'on peut prendre telle porte, telle voie, se retrouver de l'autre côté, reprendre telle porte, et puis ainsi de suite. Donc, le théâtre magique, c'est la vie avec les possibilités qu'elle nous offre et il nous appartient en fait simplement pour trouver ce qu'on veut de prendre
la bonne porte finalement. Donc de prendre la bonne porte. Donc il y a quand même déjà une grande symbolique derrière. C'est-à-dire que cela ait pu être suscité par exemple par l'absorption d'opium par Hermann Hesse, pourquoi pas. Mais il y a une grande symbolique derrière. Et je pense quand même aussi que c'est une image qui a été, qui est ancrée finalement, hein, qui est ancrée dans tout notre imaginaire. Je pense notamment à cette fameuse scène. Hein. Je pense que pour ceux qui aiment le cinéma de Godard, ça ne vous a pas échappé. Cette grande scène dans Alphaville, hein, où Eddie Constantine, donc l'inspecteur Lémi Cochon, ben, il se retrouve comme ça dans un couloir et il ouvre une porte après l'autre, une porte après l'autre, une porte après l'autre. Mais voilà, c'est vraiment pour avoir, en fait, avoir une image comme ça visuelle de, du théâtre magique. C'est bien cela. Et aussi, bon, le théâtre magique, c'est vraiment le lieu de toutes les possibilités. C'est-à-dire que c'est le lieu, en fait, où, finalement, l'imaginaire peut s'exprimer et où même, par exemple, un meurtre n'est pas un meurtre réel. C'est-à-dire que on peut tuer dans l'imagination. C'est-à-dire que c'est le lieu, finalement, en fait, du défoulement. C'est le lieu du défoulement. Hein, donc le théâtre, voilà, donc le lieu du défoulement. C'est-à-dire c'est un peu ce qu'on peut appeler, par exemple, dans le cadre africain, c'est le rituel. C'est-à-dire que le théâtre magique, c'est le rituel. Et même on peut aussi être conscient que, par exemple, dans le théâtre grec, le théâtre lui-même, il est un rituel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très organisé. Par exemple, quand on prend le théâtre grec avec les coryphées et puis donc les acteurs, il y a vraiment comme ça ce jeu entre la société et puis les acteurs. Donc avec ce jeu d'action-réaction, d'action-réaction avec la société qui agit tout le temps. Donc qui finalement en fait produit ce qu'on appelle le rituel. Donc si on peut voir les choses comme cela, on peut donc dire en fait que une des possibilités de pouvoir justement s'en sortir dans ce monde en fait donc dans ce monde où la solitude nous est proposée comme seule voie d'issue, ben il y a la possibilité du rituel. C'est-à-dire que la possibilité du rituel, la possibilité de la communion, la possibilité de renouer, de recréer finalement du lien, et un lien avec les autres ne peut au final être que transcendant. C'est-à-dire qu'il ne va en fait donc il va permettre en fait de me dépasser moi-même pour atteindre finalement quelque chose de plus grand, de plus haut. Et c'est cela en fait donc que moi je vois donc dans le théâtre magique qui sûrement a été inspiré par l'opium, mais qui témoigne de beaucoup plus de choses qu'une simple hallucination visuelle. Voilà. Et comme ça, pour la petite histoire, donc on remarque en fait que c'est à la troisième tentative. Hein, donc voilà encore une autre symbolique, on va dire une symbolique chrétienne comme ça aussi qui entre en compte. Donc c'est à la troisième tentative en fait que Harry Haller réussit finalement à entrer dans le théâtre magique. Donc à la première tentative, elle se solde par un échec. À la deuxième tentative aussi, où on lui remet par contre l'exemplaire du traité sur le loup des steppes, elle se solde aussi par un échec. Et à la troisième tentative, donc grâce à Pablo, dont qu'on va présenter par la suite, il y arrive finalement. Donc en plus donc de cela, donc du théâtre magique, dans ce lieu en fait de la réalisation de tous les possibles, ce lieu finalement donc du rite, où en fait on arrive à à se transcender soi-même. Il y a aussi la voie de l'amour, voilà, la voie de l'amour. Mais alors ce n'est pas n'importe quel amour, et c'est là vraiment où on trouve, enfin, donc on peut trouver comme ça la modernité, hein, la modernité de Hermann Hesse. C'est-à-dire que, présentons ça comme ceci. Donc Harry Haller, voilà, dans ses pérégrinations comme ça nocturnes, il se retrouve dans la taverne de l'Aigle Noir, hein, dont le loup des steppes se retrouve dans la taverne de l'Aigle Noir. Et il rencontre une fille qui en fait ne lui dit pas vraiment quel est son prénom, mais il imagine, est-ce que tu t'appelles Hermine, est-ce que tu t'appelles Herman? Au final, on découvre en fait que Herman, c'est une sorte d'être hermaphrodite qui peut parfois être homme et puis parfois être femme. Disons que elle est une femme hein, par son apparence physique, mais elle peut aussi être homme. C'est-à-dire que on est vraiment dans cette période de basculement où progressivement les femmes, par exemple, vont réclamer le droit de vote, ou les femmes, dont notamment ce que nous apprend Freud, hein, donc avec toutes ces femmes en fait qui étaient des névrosées de première parce que justement elles n'arrivaient pas à sortir en fait, à extérioriser tous les désirs qu'elles avaient en elles. Ben là, par ce personnage d'Hermine et puis
puis d'Herman, ben, il y a une réalisation comme cela, donc du désir féminin, et où il présente en fait finalement la femme libérée, parce que c'est véritablement ça, hein, c'est la femme libérée du début du XXe siècle, comme un être hermaphrodite. Et ça, c'est très intéressant, et à mon avis, c'est l'une des plus grandes lucidités qu'un écrivain ait pu atteindre dans la perception d'une femme, notamment dans la perception de la sexualité d'une femme. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose qui est relativement clair, c'est en fait que les femmes sont foncièrement, fondamentalement bisexuelles. Foncièrement, fondamentalement bisexuels. Peut-être que cela va choquer quelques-uns d'entre vous, mais foncièrement bisexuels. C'est-à-dire en fait que les femmes, on est bien d'accord, c'est-à-dire que les hommes, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, clairement. C'est-à-dire que les hommes ne savent pas satisfaire sexuellement les femmes, point. Les femmes restent un grand mystère et à mon avis demeureront un grand mystère pour les femmes. Et salut à la grande poétesse Jeanne-Louise Ndjanga qui nous fait le plaisir de nous rejoindre dans cette lecture chromatique de Lou d'Esther. Ben, écoute, la poétesse, je te souhaite la bienvenue et puis j'espère que tu trouveras beaucoup de plaisir à partager ces moments avec nous. Voilà, donc je disais dans ceci qui pourra peut-être choquer quelques-uns parmi vous, mais c'est que les hommes ne comprennent rien du tout aux femmes et ils ne savent pas satisfaire les femmes. Alors les femmes, elles ont deux choses, c'est-à-dire que pour le désir de la reproduction, elles ont besoin des hommes. Voilà, donc il faut bien que les femmes se reproduisent et puis aussi pour assurer un peu comme ça leur une sorte de confort matériel, elles ont besoin des hommes. Et pour leur propre plaisir maintenant. Donc en ce qui concerne les plaisirs du corps, hein, les plaisirs de la jouissance, elles ont besoin de d'autres femmes. Et ça, c'est ce que Hermann Hesse comprend, mais avec une lucidité extraordinaire, c'est que les femmes, foncièrement, sont hermaphrodites. Et donc la Hermine, Hermann, voilà, c'est cet archétype-là de la femme libérée, de la femme idéale. Donc sur laquelle, en fait, finalement, ne pèsent plus toutes ces contraintes-là qui ont poussé ces femmes de la bourgeoisie viennoise à se précipiter dans le cabinet du fameux docteur Freddie Freud. Elle est libérée, elle est joueuse, elle pousse même Harry Allaire à aller vers d'autres femmes, dont notamment cette fameuse Maria, d'une beauté. Ouais. Et elle aime danser, voilà. Elle aime danser. Elle aime danser et elle danse sur quoi? Elle danse sur cette nouvelle musique-là qui débarque d'Amérique et qui s'appelle le jazz. Voilà, cette musique donc qui est vraiment, laissez-moi peut-être comme ça juste vous lire un peu ce que Hesse nous dit du jazz. Hein. On va vraiment beaucoup rigoler là-dessus. Voilà. Je pense qu'on va rigoler là-dessus. Donc voilà, parce que dans là c'est en fait Harry Allaire hein, qui s'exprime. C'était une musique de la décadence, telle qu'on devait certainement en entendre dans la Rome des derniers empereurs. Au regard de Bach, de Mozart, de la vraie musique, elle apparaissait naturellement comme de la pacotille. On ne pouvait en dire autant de l'ensemble de notre art, de notre pensée, de notre civilisation factice, dès lors qu'on les comparait à la véritable culture. Toutefois, cette musique se distinguait par une qualité particulière. Elle était d'une grande sincérité. Elle était l'expression séduisante et franche de la négritude, d'un tempérament joyeux, naïf. Je ne sais pas si les adeptes de la négritude peuvent se dire contents de ce genre de description de ce que c'est que le jazz. Voilà, je ne sais pas s'ils sont contents qu'on dise que le jazz c'est une musique franche de la négritude et d'un tempérament joyeux et naïf. Oui, elle est vraiment très joyeuse, mais est-ce une musique naïve? Non, clairement non. Est-ce que le jazz est simplement une musique de la négritude? Aussi non, non. Il y a, oui, en effet, quelque chose comme il y a vraiment quelque chose de fondamental dans l'écriture, c'est-à-dire que cette idée en fait là qu'on va retrouver même aussi donc dans le free jazz, c'est-à-dire que de la déstructuration, c'est-à-dire de ramener du rythme finalement, de ramener la danse, parce que c'est aussi ça quelque part en fait qui est remis en cause, c'est le rythme qui est ramené, donc c'est la danse. Oui, il y a un côté africain dans le jazz, ça c'est clair et net, mais il n'y a pas que un côté africain dans le jazz. Donc il y a vraiment cet aspect-là en fait
qui est très important. Et c'est en fait pour cela que le jazz finalement devient une musique de libération. Parce que là, en fait, c'est vraiment ce que l'on perçoit. Et c'est en fait que face à cette Europe finalement qui est sclérosée, au moment où l'Amérique lui apporte le jazz, elle ne perçoit pas à ce moment que le jazz est la musique qui finalement est porteuse de la libération. Et donc cette fille-là, hein, cette jeune fille-là, Hermine Herman, ben voilà, elle adore le jazz, elle aime danser le foxtrot, elle aime danser le Boston, parce que simplement le corps, il est libéré. Hein. Ce sont des musiques en fait où le corps il est libéré. C'est-à-dire que même si finalement il peut toujours avoir une structure, c'est-à-dire qu'il peut avoir des pas précis par rapport à ces danses, le corps il est libéré. Il y a de l'exubérance, il y a de la joie. C'est-à-dire que vers la joie, on essaye de retrouver une joie qui a été perdue. C'est-à-dire que, imaginez par exemple comme ça, dans une clairière quelque part là-bas en Afrique, un balafon qui sort, je sais pas moi, des trompettes qui sortent, des sanza et des mbira, et puis voilà, ça tape, et des castagnettes, et puis des grelots aux pieds, et ça fait du bruit, et le sol bat. C'est ce rythme-là finalement, c'est le rythme de la vie, c'est le cœur qui bat, boum, 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 boum. Boum, boum. Voilà, c'est ça, c'est ce rythme en fait de la vie finalement à laquelle le jazz permet à l'Europe par la suite de se reconnecter, même si cela n'est pas perçu à ce moment-là. Mais au niveau donc des femmes libérées, et c'est aussi l'un des aspects finalement qui est très intéressant, c'est en fait que dans ce basculement en fait civilisationnel qui est présenté dans le Loup des Steppes de Hermann Hesse, ce sont en fait les femmes finalement, ce sont les femmes qui réalisent ce basculement civilisationnel. Hein, on assiste un peu à cela aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est véritablement arrivé à l'accomplissement, on va dire, hein, de ce basculement civilisationnel, où en fait, par rapport à, disons, une société classique européenne qui était centrée sur l'homme et puis sur les valeurs masculines, nous en sommes arrivés à une où, clairement, même si dans les faits, cela n'est pas toujours le cas, hein, mais idéalement, nous sommes à l'heure actuelle dans une société européenne qui se projette principalement par les valeurs féminines. Voilà. Et donc, aussi comme cela, grande intuition de l'auteur. Et à mon avis, voilà, c'est un peu ce que moi j'ai senti dans le Loup des Steppes, c'est qu'il y a cette problématique de l'ancrage. C'est-à-dire que dès le moment où en fait un auteur s'attache à saisir une époque, à saisir un moment, à saisir une civilisation précise, une société précise, il en ressort forcément des choses grandioses comme on peut lire dans le Loup des Steppes. Donc, en même temps, donc voilà, on dit donc que la Hermine, elle est d'une liberté totale. Elle pousse donc Harry à aller vers d'autres filles, par exemple. Elle-même aussi, elle n'hésite pas du tout à aller fricoter avec d'autres garçons, dont notamment un certain Émile, comme ça. Et puis, ben voilà, le beau Pablo, le saxophoniste dans l'orchestre de jazz, avec qui elle sa coquine, avec qui elle fait comme ça un jeu amoureux. Et donc, constamment, avec Hermine, il y a une sorte de trio tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de trio hein, tout le temps. Donc en Afrique, par exemple, c'est le jeu polygamique clair et net. Hein. C'est l'homme qui est donc, en gros, on va dire dans les sociétés bantoues, par exemple. Même si dans d'autres sociétés, c'est plutôt les femmes hein, avec des jeux polyandriques. Donc en Afrique, on est dans des jeux polygamiques tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul dans les histoires d'amour. Ce n'est jamais deux personnes. Et là, chez Hermann Hesse aussi, donc il y a vraiment ce côté contemporain là, hein, côté contemporain qu'il saisit très bien. Donc que dans les jeux de l'amour, ils ne mettent pas seulement en scène deux personnes, mais ils mettent aussi une troisième personne. Et cette troisième personne, ben, c'est l'amant ou la maîtresse. Ce qui est le cas, hein, je veux dire qu'on peut en discuter autant qu'on veut, mais ne serait-ce que de manière totalement, comment on dit ça, de manière totalement inconsciente, la maîtresse ou l'amant fait toujours partie du jeu amoureux dans ce qu'on peut appeler la société occidentale. On peut le discuter par la suite, après, si certains le souhaitent, mais à mon avis, c'est un élément qu'on ne peut pas du tout exclure. Alors que, par exemple, si on fait juste comme une comparaison très bien avec les sociétés bantoues, dont notamment je suis issu, ben le jeu amoureux, c'est toujours un jeu à plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait, par exemple, plusieurs femmes autour d'un homme pour que on arrive à une réalisation de l'amour. Donc, finalement, dans cette tension entre l'amour et puis la jalousie, parce que c'est tous ces sentiments en fait qui se mettent en place entre l'amour et puis la jalousie, et l'invitation
justement, qui est proposée par Hermanaïs, en fait, elle est la suivante. Elle est en fait de dire, il faut finalement dépasser, parce que la jalousie, finalement, quelle même l'analyse, en fait, parce qu'il y a aussi une analyse de la jalousie quand même, qui est posée là-dedans. Et l'analyse de la jalousie, par exemple, c'est de dire que la jalousie, en fait, c'est une question qui repose dans l'ordre, on va dire, dans l'ordre capitaliste. Donc, dans l'ordre, en fait, de la société bourgeoise. C'est-à-dire que il ne peut avoir jalousie que si l'on considère que les individus nous appartiennent. Donc, il faut, en fait, introduire déjà ce concept de propriété pour, au final, aboutir à la jalousie. Donc, cette femme m'appartient, raison pour laquelle je suis jaloux si quelqu'un d'autre la regarde. Et on voit quand même jusqu'où ça peut, par exemple, aller aujourd'hui. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des gens encore qui sont prêts à mettre des voiles sur la tête des femmes, ben, je pense quand même que c'est parce que le concept d'être enfin, d'être possesseur des autres est encore totalement valide. Et donc, de dépasser finalement cette notion de la possession des autres, de dépasser cette notion de la possession des autres, c'est pour cela, en fait, finalement, qu'il faut introduire, que ce soit dans un contexte africain, la polygamie, que ce soit dans un contexte européen, mais la tierce personne qui est l'amant ou bien la maîtresse. Parce que c'est finalement par le truchement de cette troisième personne qu'on arrive au dépassement de la société bourgeoise qui en fait est ancrée dans les valeurs libérales. Voilà. Donc il y a comme cela quelques commentaires de Jeanne-Louise, la poétesse, qui nous dit surtout la propriété privée, absolument. Voilà, je pense qu'elle fait allusion au fait que dès le moment où une femme, par exemple, disons pour prendre ça, est considérée comme une société privée, comme une propriété privée, donc comme appartenant à quelqu'un, cela ne peut aboutir que à cette forme de jalousie-là, donc à finalement une forme de société où les individus ne s'appartiennent pas eux-mêmes, ne se lient pas avec les autres dans des relations libres, mais plutôt dans des relations contraintes par toute une sorte, on va dire, de chape de plomb social. Voilà. Donc, c'est véritablement, on va dire, c'est la grande héroïne, quoi. C'est-à-dire que ça me fait vraiment penser à ces grandes femmes comme ça, une sorte de déesse, parce que même là, je pense qu'elle n'a même pas seulement les caractères d'un être humain, c'est une sorte de déesse comme ça, voilà, c'est une déesse, une sorte de Mitra, voilà, une grande déesse. Et donc voilà, elle pousse Harry à aller, et puis elle apprend Harry à danser, voilà. C'est-à-dire que dans ce nouveau monde-là qui arrive, il faut que le corps se libère, il faut que le corps se libère, c'est-à-dire que il faut en fait que les carcans, par exemple, je sais pas moi, imaginez, bon, je vais pas faire donc de discussions inutiles là-dessus. Imaginez par exemple des choses comme une valse par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la joie là-dedans. Il n'y a pas la joie. La valse, elle est triste, quoi. Une Mami Wata, voilà, mais voilà. C'est vraiment une Mami Wata, quoi. Il y a un grand pouvoir de libération et même d'envoûtement. Mais voilà, mais elle a mis voilà, bravo Jean-Louise. Je dis, vraiment mis le mot, mais oui, elle a envoûté Harry. Parce que justement, Harry va même aller jusqu'au crime symbolique, donc jusqu'au meurtre symbolique. Mais oui, il y a vraiment cette notion d'envoûtement, là. Elle a rendu ce gars fou. Bon, aussi quelque part, c'est-à-dire qu'il découvre aussi l'amour. Je pense que c'est la première fois qu'il tombe amoureux à ce point-là. Et il est totalement détraqué, mais oui, en effet, il y a un côté comme ça, Mami Wata, de sorcière, d'envoûteuse, derrière cette Hermine Herman, la femme hermaphrodite. Donc, elle apprend Harry à danser. Donc, comme ça, dans cette société de transition, donc dans cette société européenne en transition qui s'américanise, la danse, finalement, c'est quoi? La danse, en fait, finalement, c'est la libération du corps. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, que, quand on prend l'exemple d'une valse, par exemple, c'est-à-dire que la valse, elle est très encadrée. Même souvent, j'aime bien, parce que je suis un grand fan de musique traditionnelle, je pense que, à mon avis, on l'a pas encore suffisamment assez découvert, notamment un grand amateur de musique traditionnelle africaine. Et malgré le fait, parce que la danse traditionnelle africaine, en général, ce ne sont pas des danses totalement débridées, parce qu'il y a quand même quelque chose entre liberté et puis désordre, ou alors débridation, je ne sais pas si je peux le dire, donc si je peux le dire comme ça. Bon, dans ces danses-là, elles sont relativement encadrées, c'est-à-dire que les pas veulent dire quelque chose, on n'exécute pas des pas n'importe comment, mais on sent très bien que les corps sont libres. On sent que les corps sont libres, c'est-à-dire qu'on sent que malgré le fait qu'il y ait une structure, malgré le fait qu'il y ait un encadrement, les corps arrivent quand même à dépasser cet encadrement-là. Notamment en fait par le recours un peu de ce que on a en Afrique avec cette histoire de la trance, c'est-à-dire qu'avec la répétition du rythme, progressivement on s'échappe
de la structure et on se retrouve dans quelque chose d'autre. Ce qui n'apparaît pas du tout dans les danses européennes. On peut les retrouver un peu du côté des Balkans comme cela, voilà, donc du côté des Balkans, Hongrie et puis ainsi de suite, mais pas du tout, par exemple, dans l'Europe occidentale dans laquelle Hermann Hesse nous plonge. Donc, ce qui fait que pour donc finalement que cette libération de la personne finalement se produise, il faut aussi que le corps lui-même se produise, et en fait que le corps lui-même se libère. Et comment en fait le corps il se libère? Il se libère par la danse, hein? Et il se libère en fait par la danse, notamment donc toutes ces danses en fait qui sont liées au jazz, donc le foxtrot, le Boston, et puis ainsi de suite. Donc pour comme cela, voilà. L'autre aspect aussi peut-être qui, à mon avis, me semble très déterminant. Je pense que l'une des seules littératures où on a pu voir ça, parce que par exemple, vous prenez la littérature française, vous n'allez jamais voir en fait ce qu'on peut appeler l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que l'émancipation des femmes n'est pas montrée. À mon avis, la littérature germanique, hein, donc on peut vraiment ranger Hermann Hesse comme un auteur germanique, voilà. Même si à la fin de sa vie, il est devenu suisse, dans cette littérature germanique, elle a bien saisi ça. Et même, par exemple, dans le cinéma, je pense notamment à Fassbinder, je me souviens juste plus du nom de sa fameuse héroïne là, et tout, qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ben, reprend tout l'empire, donc construit tout un empire comme ça, industriel, et puis ainsi de suite. Donc, il y a dans cette littérature germanique une grande, comment on dit ça, une grande perception un peu de ce qu'on peut appeler la libération des femmes. Et si vous me permettez, je vais juste vous lire un petit passage qui nous permet un peu de bien saisir ce qu'il appelle cette libération des femmes. Et donc, à savoir, parce que le même genre de phénomène, je l'ai par exemple observé au Cameroun aussi. C'est-à-dire en fait que c'est très surprenant. C'est-à-dire que quand les femmes en fait commencent par se libérer, la figure on me dit la figure phare de cette libération, c'est la prostituée. C'est-à-dire qu'il est comme ça apparu, bon, en fait, je ne sais pas depuis quand c'est apparu, mais en fait, il est observable, par exemple, dans une scène, disons, sociale comme le Cameroun, de cette figure, par exemple, de la jeune fille prostituée qui va en fait entretenir toute une famille, par exemple, permettre à ce que ben, son père ou bien sa mère puisse habiter dans une maison en dur, avoir par exemple, je sais pas moi, les 3 repas du jour, va par exemple permettre à ce que ses petits frères et sœurs puissent aller à l'école et puis ainsi de suite. Donc c'est un peu comme ça, ce genre de paria, comme ça, ce genre de grande dame, mais souvent avec des personnalités, mais hautes en couleur, hein. Donc ils vont permettre en fait à tout un réseau familial finalement de sortir progressivement de la pauvreté et puis on va dire, de vivre une sorte d'ascension sociale. Et donc là aussi, on vit ça clairement. C'est-à-dire qu'avec la libération de la femme, notamment, c'est-à-dire que dès que la femme, en fait, ben, sort du foyer, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle est un peu livrée à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a enfin, on sait bien que dans certains univers, par exemple, ce qui a été proposé aux femmes, c'était en fait la prolétarisation. C'est-à-dire que ben, vos maris, ils travaillent déjà à l'usine, ben, vous aussi allez les rejoindre à l'usine. Donc, c'était la prolétarisation. Ou alors, dans le cas, par exemple, donc, AICB, ce qui nous présente en fait c'est quoi? C'est les femmes qui vont en fait se libérer par la prostitution. Voilà. Donc souvent en fait ce qui même aussi peut nous interroger par rapport au rôle que la prostitution peut jouer. C'est-à-dire que on perçoit souvent la prostitution comme étant simplement une sorte d'institution mise en place pour la lubricité des hommes et puis ainsi de suite, pour l'assouvissement de leurs besoins les plus obscurs, les plus cachés, ceux qu'ils n'oseraient jamais avouer devant même leurs meilleurs amis. Or, comme cela, il apparaît aussi que, historiquement, dans l'histoire, la prostitution a aussi et est aussi un outil, une sorte de dispositif dont les femmes peuvent s'approprier à un certain moment pour pouvoir assurer leur émancipation. On sait par exemple qu'à la Belle Époque, par exemple à Paris, donc la Belle Époque à Paris, je me souviens plus de ce président-là, notamment dans le testament français d'André Makin, il parle un peu de cela avec les inondations à Paris, et puis ce fameux président qui meurt comme cela dans une magnifique scène d'amour. Enfin, je la dis magnifique, parce que j'imagine quand même que quand on meurt en faisant l'amour à une prostituée, c'était forcément magnifique, parce que sinon, ce serait quand même grave que quelqu'un puisse mourir dans les bras d'une prostituée alors que ce n'était pas du tout beau et magnifique. Voilà, donc c'est ce président français comme ça qui meurt dans les bras de sa prostituée, j'imagine de plaisir, mais alors nuit, il a peut-être dû voir ce jour-là ce qu'on appelle le paradis, hein, suivez mon regard. Donc,
la belle époque, hein, comme ça, française et puis ainsi de suite. Mais il n'y a pas de restitution. C'est-à-dire, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu jusqu'à présent, je n'ai pas senti une grande restitution de cela. Et même quand, par exemple, c'est abordé, même dans les récits historiques français, on ne présente pas suffisamment ce côté d'ascension de la femme. C'est-à-dire que comme on fait, donc, les femmes deviennent des prostituées pour, en fait, occuper des places dans la société qu'aucun métier, à cette époque-là, ne leur aurait permis d'occuper. Donc, ce n'est pas suffisamment présenté dans la littérature, on va dire française, mais alors que dans la littérature allemande, mais c'est clair et net. Donc, il y a une grande lucidité comme ça du regard en disant que, ben voilà, des femmes prostituées sont finalement des sortes de personnes, voilà, de femmes qui ont œuvré pour la liberté et puis pour une certaine ascension sociale. Donc, il nous dit en fait ceci, si je permets de lire un petit extrait. Donc, il nous dit, ces jeunes filles, le plus souvent nées dans la pauvreté, mais trop intelligentes et trop jolies pour consacrer leur vie entière à quelques gagne-pain mal payés et ennuyeux, vivaient toutes grâce à de petits métiers occasionnels, tantôt grâce à leur charme et à leur gentillesse. Parfois, elles passaient quelques mois devant une machine à écrire, à d'autres moments, elles étaient les maîtresses de riches mondains, recevaient de l'argent et des cadeaux, vivaient dans de grands hôtels avec fourrure et voitures, puis elles se retrouvaient dans des mansardes. Voilà. Et maintenant, quand il parle en fait de Maria, parce que donc Maria en fait c'est l'une des filles en fait vers qui Hermine a poussé Harry, et puis il a eu aussi une histoire comme ça d'amour avec elle relativement intense. Hein. Et on va dire c'est la Maria vraiment qui le dépucelle, donc qui lui montre un peu ce que c'est que les joies de l'amour. Et il dit par exemple que d'autres dont Maria faisait partie étaient extraordinairement doués pour l'amour et le recherchaient avec avidité. La plupart étaient expérimentés dans les relations avec les deux sexes. Elles vivaient uniquement pour l'amour et cultivaient toujours des amitiés amoureuses en dehors des compagnons officiels qui les payaient. Voilà, donc exemple comme ça typique de libération de la femme. Et puis on sait très bien, c'est-à-dire que une femme est libérée vraiment à partir du moment où elle peut aussi offrir et puis, partager des plaisirs avec qui elle veut et quand elle veut. Donc, on a cet aspect donc comme ça qui nous est aussi présenté au niveau de l'ascension, on va dire ça comme ça, l'ascension sociale des femmes. Et il y a donc, pour en revenir donc à l'autre voie, donc on a présenté comme ça l'amour, donc qui est l'une des voies on va dire de salut pour l'individu. Mais Herman Hesse, il est vraiment très précis là-dessus. Hein. C'est-à-dire que l'amour, en fait, ben voilà, Coco Chanel en France, par exemple, ben voilà, donc tu vois, c'est un peu ça. Donc, Herman Hesse, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Il nous dit en fait, oui, l'amour est une possibilité finalement de rendre la vie un peu plus agréable. Par contre, il faut se débarrasser d'une chose, et ça, il y tient fermement. C'est-à-dire qu'il faut en fait se débarrasser de la jalousie. Et que si on est jaloux, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est finalement ce qui va arriver à Harry. C'est en fait que Harry, il est jaloux. Parce que Harry, lors du théâtre magique, bon, on reviendra dessus un peu plus tard, lors du théâtre, donc dans le théâtre magique, il tombe sur Pablo et puis Hermine, dans les bras l'un de l'autre, et puis il est pris d'une crise de jalousie. Or, justement, pour Herman Hesse, le meilleur moyen de pouvoir vivre un amour qui va libérer les individus, c'est de se débarrasser de la jalousie. Donc la jalousie qu'il qualifie clairement comme une valeur bourgeoise qui est ancrée dans, on va dire, l'idéologie libérale qui considère que les individus aussi sont des marchandises. Notamment, on ne sera pas surpris de constater, par exemple, que le mariage lui-même, il est un contrat. Donc comme un contrat commercial, l'union de deux individus est aussi gérée par le contrat. Voilà. Donc, au niveau donc de ce fameux théâtre, voilà, donc ce théâtre magique, parce qu'on va dire s'il y a vraiment quelque chose d'hallucinant, le sexe, pas l'amour, ou les deux. Disons que
C'est les deux, à mon avis, c'est les deux. C'est-à-dire que le sexe, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, moi, c'est un peu la lecture que j'ai, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se défouler. Par exemple, il y a des jeux, il y a par exemple un jeu, en fait, qui s'est produit. Il y a une fille qui s'appelle Dora, dans le roman, et où, en fait, Harry, et puis Hermine s'amuse en fait à séduire cette Dora. Chacun la séduit tour à tour. Et puis après, finalement, celle qui gagne, c'est Hermine. Puis donc, elle réussit en fait à amener la Dora dans une sorte d'arrière, dans une sorte de chambre. Et puis, quand elle raconte en fait ce qui s'est passé à Harry, elle lui dit, je l'ai possédé. Bon, je sais pas pourquoi elle utilise le terme possédé, mais elle dit, je l'ai possédé en homme. Voilà, je l'ai possédé en homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je l'ai possédé en homme. Hein, donc c'est Hermine qui s'exprime comme ça. Donc il y a ce côté-là aussi. Oui, il faut du sexe, c'est qu'il faut s'amuser. Donc il y a aussi il y a aussi un côté de s'amuser, c'est-à-dire que d'être le moins sérieux possible. Peut-être qu'il y a aussi une autre invitation à laquelle, comme ça, Herman Heiss nous fait par le des steps, c'est en fait d'être peu sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être sérieux en tout. C'est-à-dire que par exemple, l'amour, c'est pas une affaire sérieuse. Bon, c'est un peu rigolo tout cela, mais l'amour, c'est pas une affaire sérieuse. Il y a d'abord une dimension du jeu là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup s'amuser aussi. Et après, bon voilà, justement, quand il y a les sentiments, il faut éviter la jalousie. C'est-à-dire que, et en fait, d'éviter la jalousie, c'est d'accepter en fait une tierce personne ou alors d'autres personnes. Clairement. C'est-à-dire que c'est accepter que d'autres personnes soient possibles. Donc là, c'est un grand défi. Hein. C'est pour ça que je veux dire, c'est un grand défi même totalement civilisationnel, c'est que d'arriver à basculer. Donc, par exemple, pour la civilisation européenne, ce serait en fait l'idée d'accepter finalement que dans tout l'imaginaire, par exemple, européen, il y a toujours eu dans le jeu amoureux une troisième personne. Et d'accepter officiellement que cette troisième personne a sa place. Ça, c'est compliqué. Mais ce serait un peu ce genre de choses-là, à mon avis, qui serait vu donc dans l'histoire d'amour. Et voilà, donc pour juste revenir, donc le théâtre magique, donc qui est vraiment hallucinant, donc ce théâtre magique. Donc on l'a un peu décrit tout à l'heure, c'est que même si, ben voilà, c'est aussi simple que cela. Il faut savoir partager et peut-être même aussi reconnaître la liberté des autres. À mon avis, il y a aussi une notion comme ça, c'est de dire en fait que quelqu'un ne m'appartient pas. Quelqu'un ne m'appartient pas. Donc je dois admettre en fait qu'une femme ne m'appartient pas, comme aussi une femme doit admettre qu'un homme finalement ne l'appartient pas. Et que en fait, une histoire d'amour finalement peut osciller entre différents moments et qu'il peut avoir des moments où les liens sont beaucoup plus forts, des moments où ils sont beaucoup plus faibles et que justement le recours à une tierce personne permet en fait de garder souvent le meilleur d'une relation. Par exemple, le fait d'avoir une maîtresse, par exemple, ça peut permettre à un couple de survivre. C'est-à-dire que ça n'aboutirait pas forcément à la destruction d'un couple, par exemple. Donc, oui, il y a vraiment le fait qu'il faille admettre une notion de partage, mais plus que le partage même, d'admettre en fait que nous ne possédons pas les autres et les autres ne nous possèdent pas. Je pense que c'est un des aspects comme ça aussi très intéressant qu'il nous fait passer dans, on va dire, la dynamique amoureuse. Donc le théâtre magique, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ce théâtre magique finalement? Donc on a dit tout à l'heure, c'est lors de la troisième tentative d'accéder à ce théâtre magique que Harry finalement y parvient. Et donc il arrive à parvenir, ben c'est grâce à Dora et puis grâce à grâce à Hermine et puis ben, grâce à Pablo. Voilà, c'est grâce aux deux en fait qu'il arrive à accéder. Et on a dit donc ce théâtre en fait imaginaire, c'est quoi? C'est vraiment c'est comme ce couloir là dans Alphaville de Godard où l'inspecteur Lémi Cochon interprété par Eddie Constantine ouvre une porte et après ouvre une autre et après celle-là, voilà. Donc c'est un peu ça le théâtre imaginaire, c'est toutes les portes du possible, c'est-à-dire que tout devient possible. Donc c'est le monde où finalement la pensée peut se réaliser. Et on sait très bien que dans ce trio en fait amoureux là, dans ce trio amoureux, ben Harry Allaire, qui est quand même un enfant éduqué dans le monde, comment on peut dire ça, dans le monde bourgeois, qui a de la peine, malgré tous les efforts qu'il veut, malgré le fait qu'il soit intellectuellement un anarchiste avoué, qui a de la peine à se faire à l'idée que Hermine ne lui appartient pas. Il a de la peine à se faire à cette idée-là. Et en fait, le théâtre imaginaire, finalement, ça sera un test pour lui. Ça sera un test, en fait, pour savoir si lui, Harry Allaire, qui veut finalement, c'est-à-dire que qui intellectuellement veut
veut dépasser cette société bourgeoise dans laquelle il est né et dans laquelle il a été éduqué, est-ce que lui, finalement, il est prêt à faire la bascule? Parce que finalement, c'est ça la vraie question. Et le théâtre, en fait, imaginaire, ça sera le lieu où on va lui proposer, de manière fantasmée, de pouvoir démontrer qu'il est prêt à faire la bascule vers l'autre monde. Voilà. Et on assiste en fait à quoi? On assiste en fait à un échec. Voilà, on assiste à un échec. Donc, comme quoi, en fait, Harry Alerki, lui, veut se libérer de toutes les contraintes dans laquelle, donc de toutes les contraintes dans lesquelles il est né, dans lesquelles il a grandi. Il arrive quand même à échouer à ce grand test-là dans lequel on le confronte au, dans le théâtre magique, puisque justement, lorsque dans la dernière porte qu'il ouvre, où il s'attendait donc à ce que récompense suprême, il le trouve comme cela, nu, étalé dans un tapis, disons peut-être perçant, la belle, la magnifique, la jouissive Hermine, l'attendant, les bras ouverts, et lui disant « Viens, mon Harry, mais viens, viens te repaître de ma chair. » Surprise, il tombe sur Pablo et Hermine. Blottis les mains l'un de l'autre, ils sont endormis, ils ont fait l'amour sûrement comme des fous, pendant que Harry, lui, il vagabondait de porte en porte. Et face à cette vision-là, il y a le comment on peut dire ça? Il y a le puritain, hein, comme Jean-Louis dit, il y a le, le bourgeois qui est rattrapé par son histoire et qui est jaloux. Et là, Harry rate son test. Harry, 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 toi qui voulais fuir tes chaînes, Harry, toi qui voulais fuir le loup, tu voulais le fuir, bien sûr. Il t'a rattrapé là, le loup. Il t'a rattrapé, Harry. Et voilà l'échec de Harry. Donc, la voie, elle a quand même été montrée. C'est-à-dire que Hermann Aïché nous dit oui, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée de la possession l'un de l'autre. Il faut sortir de l'idée de la jalousie. Il faut introduire clairement une tierce personne et reconnaître qu'une tierce personne a toute sa place dans le jeu amoureux. C'est-à-dire que le jeu amoureux ne peut pas être seulement une affaire de deux personnes. Mais qu'en même temps, Harry, il échoue. Harry, il rate. Mais la voie, elle est là, elle est tracée, elle est montrée. Même si Harry finalement devient un héros malheureux, donc qui en fait va subir comme ça une exécution symbolique. On va lui dire, mais Harry, mais il faut que tu ris, ris Harry, Harry, ris, mais ris, ris, ris. Il n'arrive pas à rire. Donc, il a gardé comme ça ce côté sérieux, ce côté chèvre, la chèvre but. Voilà, il a gardé ce côté vraiment très sérieux de ce côté très sérieux de la bourgeoisie. Il n'arrive pas à se libérer, quoi. Il n'arrive pas à avoir de l'humour, il n'arrive pas à avoir cette décontraction, ce rythme, cette légèreté là, cet engouement, cet emportement. Il n'y arrive pas. Et voilà donc, il sera condamné à cela. Et en gros, qu'est-ce que Hermann Hesse nous dit comme ça par la condamnation, donc ce qu'il appelle, en fait, ce qu'il appelle l'exécution, hein, à la fin du roman de Harry. Ben il nous dit voilà, tant que vous n'y arriverez pas à être plus léger, à rire plus. Mais il faut rire. Rire, ça revient partout. Je veux dire, même Kundera, par exemple, aussi, c'est vraiment voilà, le rire, il est fondamental. Ferdi Diop, par exemple, hein, de Gombrowicz, c'est fondamental. Il faut rire. Même dans les heures les plus sombres de la chair, même dans les heures les plus sombres de la conscience, il faut arriver à trouver le moyen de rire. Voilà notre porte de salut. Il faut à un moment pouvoir tourner ce monde en dérision. C'est pour cela que, même si je n'ai jamais dit je suis Charlie, j'ai quand même été Charlie. Parce qu'il faut arriver à le faire. Il faut rire, il faut tout tourner en dérision. Et le rire même aussi a un pouvoir de consolation. C'est-à-dire que le rire a un pouvoir de consolation. On est mal dans sa... Et ça, par exemple, c'est l'une des choses, mais peut-être, je vous fais donc une parenthèse, parce qu'en fait, pour moi, finalement, et c'est peut-être la chose qui m'a la plus touché dans le roman de Hermann Hesse, c'est en fait que ce qu'il propose finalement au monde, en fait, c'est quoi? Posons-nous la vraie question, c'est quoi en fait qu'il propose au monde? À mon avis, la chose, elle est simple. Hein. Il dit en fait au monde, regardez les Africains, et c'est comme ça qu'il faut être. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose à dire, peut-être pour conclure, donc par, à mon avis, ce que moi j'ai tiré de cela, c'est que en termes de
manière, comment on peut dire ça? Il y a un très beau terme qui a été proposé par un psychologue français, résilience, voilà, résilience. Soyez résilients comme les Africains. Voilà, soyez résilients comme les Africains. La chèvre brute où elle est attachée, rire est le propre de l'homme. Voilà. Mais sauf que justement, c'est que la société bourgeoise, elle a oublié ça. Elle a oublié. Mais écoutez par exemple, comme on dit, les nègreries. Voilà, c'est ça, il faut rire. C'est ça la vie, il faut rire finalement, il faut rire. Et pour moi, c'est en fait finalement ce que moi je tire comme conclusion de tout cela, du loup des steppes de Hermann Hesse, c'est il faut rire. Il faut pouvoir s'accorder la possibilité de rire au final, même de nos malheurs. Et c'est ça en fait finalement la condamnation de Harry. Il lui dit, tant que tu ne vas pas apprendre à rire, tant que tu n'auras pas de l'humour, tu ne seras pas sauvé. Voilà ta seule voie de salut. Donc, contrairement à Kafka qui nous dit, pas de possibilité, impossible, tu ne sortiras de ce monde que les pieds devant. Impossible, tu souffriras jusqu'au dernier jour et seule la mort t'en sortira. Hermann Hesse, il dit, mais non, on peut rire. On peut aimer, pourvu d'admettre une troisième personne dans le jeu, et aussi surtout de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui est très bourgeois. Et autre chose aussi comme cela, qu'il y a une possibilité de pouvoir accepter ou bien de pouvoir intégrer donc une certaine résilience, une certaine légèreté comme ça, qui est encore vivace auprès de populations, notamment en Afrique. Voilà donc, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette lecture chromatique du Loup des steppes de Hermann Hesse. Et je tiens comme cela à remercier Jeanne-Louise pour ses commentaires très intéressants et puis pour la discussion qu'elle nous a permis d'entamer sur quelques thèmes. Et aussi donc vous dire de... Tourne le livre s'il te plaît, ben écoute. Voilà. Et donc, et puis comme ça aussi pour vous dire, ben lisez, 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 l'oasis, elle est là, construisons-la, et voilà, je veux m'en aller là pour boire mon lait de brebis et puis manger mes dattes, en espérant que vous aussi, de votre côté, vous allez pouvoir célébrer ces fruits de la terre que avec des mots nous cueillons et que nous rendons bons à notre langue. Chers amis, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, merci. Ciao Jean-Louise et à une prochaine. Ciao, ciao, merci.